Le journal. Barakissa Ouattara. Le président de la transition boucle le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion par une importante donation. Le général d'armée Assimi Goïta a remis d'importants équipements médicaux à plusieurs structures de santé du pays, ainsi que du matériel informatique et des kits scolaires destinés à certaines associations et aux pupilles de la République. Hier, c'était la célébration de la journée des pupilles en République du Mali. Cette année, ce sont 225 nouvelles pupilles qui intègrent la grande famille de l'ONAPIMA. Le président de la transition leur a remis leurs cartes de pupilles et cartes bancaires. En sport avec Isaac Tchenou, nous parlerons de cyclisme Tour du Faso, mais aussi de football avec les matchs retour du tour préliminaire du CHAN 2025 et le tournoi des moins de 17 ans de la zone UFOA à Sénégal 2024. Rendez-vous en fin d'édition avec Soumaïla Berté dans la chronique du développement. Dans ce deuxième numéro consacré au nouveau code minier du Mali, il ressort que l'État devra empocher chaque année entre 500 et 1000 milliards de francs CFA des revenus générés par l'ensemble des mines en activité dans le pays. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, le président de la transition met à la disposition de plusieurs structures de santé du pays d'importants équipements médicaux. À cela s'ajoute du matériel informatique et des kits scolaires destinés à certaines associations et aux pupilles de la République. Ces œuvres sociales du chef de l'État viennent boucler les activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Ibrahima Traori. Jardin du palais présidentiel. Le chef de l'État agit encore pour renforcer le niveau du plateau technique des structures de santé du pays. Un important don composé d'appareils d'échographie, d'incinérateurs, de tables d'accouchement et de consultations gynécologiques, de respirateurs électriques avec accessoires, la liste est longue. Le président de la transition, à travers ses œuvres sociales, entend offrir davantage un meilleur cadre de travail au personnel soignant du pays pour une meilleure prise en charge des patients. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. Traduire son engagement, son patriotisme par la remise de matériels médicaux au CCRF de Bamako et d'autres centres à l'intérieur pour montrer sa solidarité. À ces équipements médicaux s'ajoute du matériel informatique et des kits scolaires destinés à certaines associations et aux pupilles de la nation. Un autre geste présidentiel chargé de symboles à quelques jours de la rentrée des classes. Dire à ces pupilles-là que la nation ne les oublie pas. Tant que le président de la transition est là, on pensera à eux. On espère que ça continue même pour toujours. Ces pupilles ont un poids énorme sur eux parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Et si tout le monde traduit sa solidarité envers eux, c'est mieux pour le Mali en général. Parce que c'est eux les bâtisseurs de demain. El Hadj Seydou Patrice Dambélé, secrétaire général de l'AMSUNEM, bénéficiaire. Nous avons fait des recommandations, surtout concernant la question des étudiants et leurs bourses. D'autres questions ont été à l'ordre du jour. Et nous avons dit que nous avons été inondés. Je dis l'outil informatique est parti. On s'est limité à ça. Et il nous a dit, on va vous trouver des ordinateurs. Ça, c'est lundi. Aujourd'hui, des ordinateurs qui sont mis à notre disposition. Merci. Ce don du président de la transition boucle ainsi les activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali. 29e édition. Un mois marqué par d'intenses activités visant à soulager les populations vulnérables à travers le pays. Restons à Koulouba pour parler de la célébration de la journée des pupilles en République du Mali. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, respecte ainsi une tradition. Il a accueilli à Koulouba les enfants dont les parents ont payé de leur vie pour sauver la nation Mali et ceux abandonnés. Cette année, ce sont 225 nouvelles pupilles qui intègrent le groupe. Le président de la transition leur a remis leurs cartes de pupilles et cartes bancaires. C'est Rabatili pour les détails. La plus petite des rescapés du bateau de Tombouctou dans les mains du président de la transition. C'est l'expression d'un Mali reconnaissant envers les dignes fils tombés pour la défense de la patrie. Un moment de réconfort et d'attention aux enfants de militaires tombés et à ces tout petits abandonnés, ceux de parents inconnus ou de parents décédés dans certaines circonstances. Instituée en 2021, la journée du 31 octobre est dédiée aux pupilles en République du Mali. La traditionnelle réception au palais présidentiel pour un après-midi de détente et d'écoute commence par un poème et un slam sur l'engagement de nos forces armées. Ils grandissent dans l'ombre, ces enfants de héros. Mali, Burkina, Niger, sous le même drapeau, dans la lutte contre les ténèbres.
Moment plein d'émotion avec la présentation d'enfants dont les parents sont tombés sur le champ d'honneur. 2 messages clés adressés au président de la transition et au peuple du Mali. Kadiatou Balo, pupille de la nation. Offrir un lit d'amour, pouvoyeur, d'union pour un meilleur avenir des pays. Flazier Youssouf Sanogo, pupille de la nation. Ces pupilles ont des droits que l'État restitue à la place de leurs parents. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Nos pupilles appartiennent à chacun d'entre nous. Leurs parents ont sacrifié leur vie pour notre sécurité. En reconnaissance de ce sacrifice, l'État leur a consacré cette journée spéciale. Ensemble, nous avons la responsabilité morale de leur offrir les meilleures chances d'un avenir brillant. Je tiens à exprimer ma gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, pour son engagement constant en faveur de ses enfants. Sous sa direction, des actions concrètes ont été entreprises. Des bus pour leur transport, des kits scolaires, des outils informatiques et bien sûr le futur site dont la première pierre a été posée le 8 février 2024. Cette année, ils sont 225 nouveaux pupilles à intégrer la grande famille. Pour la concrétisation de leur prise en charge, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, leur a remis des cartes de pupilles et des cartes bancaires accompagnées de cadeaux et de fournitures scolaires. Un geste d'encouragement en cette veille de rentrée scolaire. Les 255 viennent s'ajouter au lot de 1272. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Sur les 1653 pupilles, 159 sont sortis de la prise en charge et 1272 sont encore dans le parcours scolaire. À cet effet, je suis comblé de partager avec vous leur réussite, dont un taux d'admission de 57,73% au baccalauréat et de 34,29% au DF. 5 pupilles poursuivent désormais leurs études au Maroc et 10 nouveaux bacheliers ont récemment obtenu des bourses d'études au Mali. L'ONAPUMA, l'Office national des pupilles en République du Mali, a la charge de suivi de ses enfants. Les responsables de l'Office effectuent des visites à domicile et dans les établissements scolaires pour s'assurer de leurs conditions de vie et les rapports avec le corps professoral ainsi que l'administration scolaire. Kone Sissi Odile Dako, directrice générale de l'ONAPUMA. C'est une redevabilité vu le sacrifice qui a été consenti. Le rendez-vous annuel des pupilles est toujours immortalisé par une photo de famille avec le chef de l'État et le traditionnel tour du palais présidentiel. Un moment de découverte et de plein épanouissement pour ces enfants dans un univers poétique et affectif. Le Centre régional de recherche agronomique de Sotuba a organisé sa 4e journée porte ouverte sous le thème Facilitation de l'accès aux technologies climato-intelligentes pour accroître la résilience des acteurs face aux défis du changement climatique. L'événement a permis aux producteurs et acteurs du monde agricole de découvrir les nouvelles variétés de cultures pratiques dans le parc de technologie et d'innovation agricole. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Agriculture accompagné de 2 autres collègues du gouvernement, Batraouri. Le parc de technologie et d'innovation agricole de l'IR de Sotuba ouvre ses portes aux producteurs et autres acteurs agricoles. C'est à la faveur de la 4e journée porte ouverte dont l'objectif est de partager les résultats des recherches en matière agricole. Cela dans un contexte où les effets des changements climatiques se font de plus en plus sentir. Dr Khalifa Traoré, directeur général de l'IR. Le parc de technologie qui est un espace dans lequel sont exposées les technologies et innovations de pointe des chaînes de valeur agricoles. Mise en place sous forme de vitrine, nous offre l'occasion de partager des informations sur les technologies et innovations de pointe développées par la recherche et de recueillir également les besoins des acteurs en vue de faire des thèmes de recherche. Au parc de technologie et d'innovation agricole de Sotuba, plusieurs variétés de cultures sont entretenues. Les plus courantes sont le maïs, le mil, le fonio, l'arachide et les tomates. Ce champ expérimental est le fruit de la coopération entre le Mali et plusieurs partenaires dont la coopération suisse. Jean-Michel Liman est représentant de la coopération suisse. La mise en avant de ces innovations et des technologies, ainsi que la communication envers les bénéficiaires et les décideurs, sont essentielles pour la durabilité de nos actions.
L'option des technologies innovantes pour booster la productivité est un choix soutenu par le gouvernement. Daniel Simon-Kileman, ministre de l'Agriculture. Placé sous le thème facilitation de l'accès aux technologies climato-intelligentes pour accroître la résilience des acteurs agricoles face aux défis du changement climatique est une opportunité pour toutes les parties prenantes de s'approprier des technologies et des innovations de l'Institut d'économie rurale, du CORAF et celles acquises auprès d'autres institutions internationales de recherche partenaires. Avant de quitter le parc, la délégation ministérielle a eu droit à la visite des stands. À présent, les nouvelles à l'international. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko et son staff en campagne pour les élections législatives ont été la cible des jets de pierre. Mercredi dernier, au centre du pays, Ousmane Sonko s'en est sorti indemne. Je vous rappelle que le siège de son parti, la PASTEF, a été attaqué en début de semaine. Au Kenya, la haute cour de Nairobi a donné hier son feu vert à l'entrée en fonction du candidat Kithure Kindiki, le nouveau vice-président. L'ancien vice-président Rigathi Gachagua, accusé et démis de ses fonctions, continue de contester sa destitution devant la haute cour, déclarant que les accusations n'étaient pas fondées et que les audiences n'étaient pas équitables. Cette destitution crée un malaise au sein de l'Alliance démocratique unie au pouvoir. Au Botswana, le président sortant a reconnu sa défaite avant même l'annonce officielle des résultats. Selon le résultat partiel, le parti au pouvoir serait en 4e position avec seulement 3 sur les 61 sièges, contrairement au principal parti d'opposition qui aurait fait 25 sièges du corps législatif. Le dépouillement des votes est en cours et les résultats devraient être validés par la commission électorale indépendante au cours de la journée. Adoptée mercredi dernier à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité, la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie deviendra dès aujourd'hui la mission d'assistance transitoire des Nations Unies. Cette mission effectuera 2 phases de transition et s'étendra sur 2 ans jusqu'en octobre 2026. Elle assistera la Somalie dans la révision constitutionnelle, la tenue d'élections ou encore la protection des droits humains. En Colombie, pour terminer, le Sénégal et le Mali veulent agir ensemble avec la Mauritanie pour sauver la Falémé, un cours d'eau très pollué aujourd'hui par l'exploitation aurifère, le dragage, l'utilisation des produits chimiques. Le sujet a été évoqué lors de la séance de travail que le ministre en charge de l'environnement a eu avec son homologue sénégalais en marge de la COP16 à Cali, en Colombie. Le Sénégal a déjà interdit l'exploitation de l'or sur la Falémé. Écoutons respectivement le ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique Daouda Ngom et le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable Mamadou Samake. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux à Kali, Siaka Kounati et Taïeb Adjaouyakoya. Depuis quelques années, la Falémé, qui est le plus important affluent du fleuve Sénégal, est confrontée à un grand problème de pollution. Pollution due à l'usage des produits chimiques, au dragage sur le lit du fleuve, entraînant des conséquences écologiques, c'est vrai, mais également des conséquences socio-économiques et des conséquences sanitaires. Le Sénégal a pris, il y a de cela 2 mois, un décret pour interdire carrément l'exploitation de l'or sur le lit du fleuve et à 500 mètres des berges du fleuve du côté Sénégal. Le Sénégal ne peut pas prendre une décision qui va prospérer sans le Mali. C'est dans ce cadre que j'ai échangé avec mon homologue du Mali et nous allons travailler ensemble, aller vers l'OMVS. Pourquoi ne pas aller vers un projet intergouvernemental sur la dépollution de la Falémé, aller vers un observatoire sur la Falémé qui nous permettra de faire un monitoring. Il est grand temps de coordonner les actions de part et d'autre de nos frontières, pas seulement le Mali et le Sénégal, mais aussi avec la Mauritanie, pour sauver ce fleuve qui est la Falémé. Je rappelle que le nouveau code minier du Mali interdit purement et simplement toute activité de dragage sur les cours d'eau, et tous les cours d'eau, sans exception. Donc à ce niveau, les textes sont très clairs. Donc aussi, les niveaux de délivrance des permis miniers aujourd'hui sont passés du simple arrêté au décret
et avec beaucoup de ministres qui sont impliqués dans le processus. Sport, cyclisme, Tour du Faso. Le Russe Anton Popov est devenu la véritable star du Tour du Faso 2024. En football, le programme des matchs retour du Tour préliminaire du CHAN 2025 prendra fin ce week-end alors que le Mali est exempt de ce tour. Et puis, tournoi des moins de 17 ans de la zone UFOA Sénégal 2024, les demi-finales se joueront ce vendredi. Le Mali affrontera la Gambie. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chenou. Football, tournoi des moins de 17 ans de la zone UFOA Sénégal 2024. Les cadets maliens jouent cet après-midi contre la Gambie en demi-finale. Le Mali a jusqu'ici reçu un parcours sans faute. 3 matchs au temps de victoire. Le coup d'envoi est prévu pour 18h. Un peu plus tôt, lors de la première demi-finale, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, croise le fer avec la Guinée-Bissau. Une rencontre prévue pour 16h. Les deux finalistes joueront la phase finale de la CAN des moins de 17 ans. CHAN 2025. Le programme des matchs retour du tour préliminaire ont commencé hier. Le Rwanda a battu Djibouti par 3-0. Le Rwanda passe au second tour. Déjà cet après-midi, le Libéria sera face à la Sierra Leone à partir de 16h. Demain, le programme se poursuit à 17h avec au stade Félix Houphouët-Boigny les éperviers du Togo qui joueront contre les Guépards du Bénin. Un peu plus tôt, l'Eswatini aura affaire au Zimbabwe et dimanche, il y aura Tanzanie-Soudan. Le Mali entrera dans la danse au deuxième tour et sera face à la Mauritanie. Pour rappel, les matchs allés du second tour sont prévus du 20 au 22 décembre, alors que les matchs retour sont prévus du 27 au 29 décembre. La phase finale de ce championnat d'Afrique des Nations aura lieu au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 1er au 28 février 2025. En raison de l'organisation tripartite du championnat d'Afrique des Nations, l'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux se disputera avec 19 participants, dont les 3 pays hôtes qualifiés d'office. Il en sera de même pour le Maroc, la Tunisie et la Libye qui récupèrent automatiquement les 3 places qualificatives dans la zone Afrique du Nord, puisque l'Algérie, hôte et finaliste de la précédente édition, et l'Égypte, comme à son habitude, ont fait le choix de ne pas s'inscrire pour le tournoi. Sacré en 2018 et en 2020, le Maroc avait quant à lui manqué la précédente édition sur fond de conflit diplomatique avec l'hôte algérien. Cyclisme pour terminer Tour du Faso, le Russe Anton Popov est devenu la véritable star du Tour du Faso 2024, même s'il ne remporte pas le maillot jaune. Il brille sur les différentes étapes de cette 35e édition. Il a remporté hier sa 3e étape courue entre Bobo Dioulasso et pas loin de 130 km/8. Le Marocain Mouchine Al-Kouraji conserve toujours le maillot jaune de leader après cette 7e étape. Satura Yamego reste le meilleur jeune de la compétition. Le Marocain Driss El Alouani porte le maillot vert de classement au point. La 8e étape est prévue ce vendredi et sera courue entre Ouagadougou et Yako, soit une distance de 116 800 mètres. Le Mali est présent à ce Tour du Faso. Chronique du développement. Dans le nouveau code minier du Mali de 2023, l'État aura 30% de la part des actions des revenus du secteur contre 20% dans l'ancien code. En numéraire, l'État devra empocher chaque année entre 500 et 1000 milliards de francs CFA des revenus générés par l'ensemble des mines en activité dans le pays. La chronique du développement nous en parle dans ce 2e numéro consacré au code minier après le contenu local. Une réalisation de Soumaïla Berti et Marc Dambeli. De l'avis du spécialiste, le nouveau code minier du Mali est sans conteste une bouffée d'oxygène pour l'économie nationale, car il permet à l'État d'augmenter sa part des actions sur l'ensemble des mines en activité dans le pays. Dr Mamadou Keïta, spécialiste des mines. Dans toutes les mines du Mali, l'État malien détenait 20% des parts des actions. Et parmi les 20%, vous avez 10% gratuits, parce que quand l'État malien donne le permis d'exploitation à une entreprise, donne droit automatiquement à 10% gratuit à l'État malien. Maintenant, dans ce nouveau code, la part de l'État malien passe de 20% à 30%. Donc, nous avons toujours 10% en gratuit et 20% en numéraire. C'est-à-dire que l'État malien a la possibilité d'acquérir, d'acheter 20% des actions. Quand on a plus d'actions, les dividendes qu'on doit partager, les dividendes, c'est l'entreprise réalise des bénéfices, on partage le bénéfice proportionnellement au nombre d'actions des actionnaires. Il est clair qu'avec toutes ces mesures-là, les caisses de l'État vont
être bien fourni. Même sans le code de 2023, le secteur minier faisait rentrer quelque chose comme 450 à 500 milliards de francs dans le budget de l'État, ce qui représente 25% du budget national. Mais cette part va augmenter. Le code minier de 2023 pose une autre problématique dans le secteur. C'est celle relative à la migration des sociétés minières vers ces codes. Si pour les nouvelles mines, la question ne se pose pas, par contre, pour les mines dont l'activité est antérieure à ces codes, elle demeure. Présentement, on a plus de 13 mines qui sont en activité aujourd'hui au Mali. Avant le code de 2023, les sociétés qui étaient déjà en activité, ils vont se dire, est-ce que nous, on sera frappés par ce nouveau code? Parce que ce nouveau code est venu après que nous, on a déjà signé le contrat avec l'État malien. Est-ce que la loi doit être rétroactive? Et ils n'ont pas le choix. Si vous voulez continuer vos activités normalement, je pense que vous devez vous plier aux lois du pays. Mais les nouvelles mines qui ont été créées avec le nouveau code, il n'y a aucun problème. Aussi, le nouveau code minier apporte des innovations dans la gestion de ce secteur. Il s'agit par exemple de la mise en place d'une brigade spéciale minière. Dr Mamadou Keïta, spécialiste des mines. Le code de 2023 est une révolution. Mais quand vous menez une révolution dans le secteur, il y aura des réticences. Et il y aura des tentatives de contourner ces dispositions légales. Mais comment l'État peut s'assurer que ce que le code dit est appliqué? Donc il faudra aussi des garde-fous. D'où la brigade spéciale minière, c'est des garde-fous. Et voilà des instruments qu'on veut mettre en place. Si vous contournez ces lois, voilà ce qui va vous arriver. Nul doute que la mise en œuvre du code minier de 2023 va marquer un nouveau départ pour ce secteur hautement porteur pour l'économie nationale. Ceci afin qu'il soit véritablement la locomotive du développement économique du Mali. Vous pouvez donc retrouver cette édition sur nos plateformes digitales. Pour vous dire que c'est la fin de cette édition. C'est une présentation de Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré et Lala Damele sous la coordination de Ousmane Dao. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré. À la mise en ligne, Amadi Sow. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumaïla Berthier. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fousseni Diarra. Bonne suite de programme.